Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. L'intelligence artificielle, c'était le sujet de l'heure cette semaine. Il y a même eu donc ce sommet à Paris. Salut Stéphane. Salut Alexandre. Et tu y consacres d'ailleurs ton nouvel épisode de Contact avec une rencontre avec Luc Ferry. Oui. Alors, évidemment, dans de pareilles circonstances, on veut toujours dire il faut absolument écouter cet épisode parce qu'on se retrouve un peu dans le rôle du vendeur. Et c'est, dans le cas qui nous intéresse, en tout cas, un message que je dis avec d'autant plus de conviction que j'ai la certitude qu'on sous-estime ce que peut signifier le virage de l'intelligence artificielle. Pour la plupart d'entre nous, c'est un genre de moteur de recherche intelligent qui nous permet, grâce à l'application sur notre téléphone, d'aller chercher un peu partout des affaires et de faire produire aussi à l'occasion des textes ou d'autres petits trucs. Or, c'est beaucoup plus compliqué et conséquent que ça. Ça a déjà un impact sur nos vies. C'est un enjeu politique, stratégique pour ceux qui maîtriseront ces technologies. C'est pour ça qu'il y avait justement ce grand sommet à Paris en début de semaine où étaient présents des leaders venus d'un peu partout dans le monde. Et pour bien comprendre, pour bien saisir, j'en dis pas davantage, je propose plutôt d'écouter Luc Ferry, donc qui est philosophe, essayiste et qui aussi en matière de, je dirais, de technologie a passé plusieurs des dernières années à faire enquête. C'est passionnant. L'IA forte, ce serait une IA qui serait vraiment consciente et qui aurait des émotions, donc une post-humanité qui serait d'ailleurs immortelle, puisqu'elle serait incarnée, si je puis dire, sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, pas biologique. Eux, ils y croient tous, hein. Tous mes copains y croient. Ingénieurs, scientifiques. Donc matérialistes aussi. Matérialistes, voilà, c'est exactement ça. Ils sont matérialistes. Et au fond, ce qu'ils me disent, c'est « Mais qu'est-ce que tu crois que t'es d'autre qu'une machine ? Toi aussi, t'es une machine. Donc si tu es conscient et que tu as des émotions, comme tu es, par exemple, les connexions entre tes neurones, c'est que de l'électricité. Donc tu es une machine et nous réussirons un jour à fabriquer une machine qui sera autonome parce qu'elle aura la conscience des émotions et là, elle aura son propre agenda. » Intéressant, c'est cette troublant, réflexion-là. Oui. C'est troublant aussi. Oui, cette idée qu'un jour, l'IA, alors lui n'y croit pas, mais que l'IA pourra littéralement avoir quelque chose qui ressemblerait à une âme, une IA forte, qui ne fait pas que régurgiter ce qu'on aura programmé pour elle, avec beaucoup plus d'efficacité que nos intelligences humaines, mais pourra développer quelque chose qui ressemble à notre intelligence, peut-être même une capacité à sentir. C'est des question formidable. Et évidemment, ça ne sera pas incarné dans de la peau et des os, mais sur une petite micropuce de silicone, par exemple. Mais on est encore loin de là. Ceci étant dit, si on pose la question, c'est que ça peut donner quelques frissons. Est-ce qu'on se dirige, Stéphane, vers un règlement, une fin de conflit en Ukraine? On sait que le président américain et Vladimir Poutine se sont parlé pendant à peu près 90 minutes. Les deux veulent se rencontrer aussi éventuellement ensemble là, dans un avenir quand même là, rapproché. Quelle est la suite des choses? Est-ce qu'on se souviendra de la déclaration de Trump? Ça avait marqué les esprits. Là, je vais régler ça en 24 heures. Là. On s'aperçoit que c'est un peu plus long que ça, mais les choses avancent quand même. Là. Les choses avancent. Je crois que c'est la nouvelle de la semaine. Alors, évidemment, du point de vue canadien, on est préoccupé par les droits douaniers, évidemment par les rencontres qu'ont les premiers ministres des provinces. D'ailleurs, c'était exceptionnel qu'on puisse arrêter à la Maison-Blanche. Ça dit quelque chose, puis je ne ferai pas une longue parenthèse là-dessus, mais peut-être de la volonté du point de vue de M. Trump, qui a d'ailleurs rencontré la première ministre de l'Alberta, a vu M. Legault à la faveur de la réouverture de Notre-Dame de Paris, mais a accepté de lui parler, ne serait-ce que quelques instants. Ça dit peut-être quelque chose de ce qui a une intuition qu'il faut diviser pour régner du côté de la Maison-Blanche, et que quand il parle du 51e État, il est peut-être en train d'agir en court-circuitant ce qui est l'interlocuteur habituel et privilégié
des Américains, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Il n'y a pas dans l'histoire des relations entre les deux pays beaucoup d'occasions où la Maison-Blanche, le pouvoir exécutif, est en relation directe avec les gens des provinces. Fin de ma petite parenthèse sur ce qui s'est passé, mais c'est vrai que notre actualité, bouleversée que nous le sommes par les Américains, nous donne à penser que l'affaire des droits douaniers est le sujet de l'heure, je le conçois. Mais là, on parle évidemment de la vie de centaines de milliers de personnes qui est à terme peut-être changée. Je dis centaines de milliers de personnes parce que je réfère précisément à ceux qui sont au front. On a de la difficulté à avoir des chiffres précis. M. Trump disait c'est des millions de morts. Je pense qu'on est plutôt dans des centaines de milliers de morts, mais s'il fallait que cette guerre se poursuive, se retrouveraient encore au front des Ukrainiens et des Russes qui n'en sortiraient pas vivants. Et là, on est proche peut-être d'un règlement, loin des 24 heures qu'avait promis alors qu'il était candidat Donald Trump, mais néanmoins dans un calendrier qui laisse voir que les choses s'accélèrent. Alors d'abord, Vladimir Poutine n'est plus un pestiféré avec lequel on ne peut pas parler. C'est le message très clair qui est envoyé par la Maison-Blanche. On pouvait le comprendre à demi-mot avant. Mais la stratégie de l'Occident, de l'OTAN en particulier, c'est-à-dire on isole, on tente d'affaiblir Vladimir Poutine par les sanctions économiques, par tous les moyens, en boudant les processus diplomatiques habituels. Il n'y avait pas eu de conversation depuis février 2022 entre l'administration Biden et Vladimir Poutine. Or, alors, hier, on parlait d'un appel constructif. Dimanche, je pense qu'on en parlait hier matin, M. Trump, à bord d'Air Force One, semblait laisser entendre qu'il y avait eu des conversations avec M. Poutine. Kremlin qui n'a jamais confirmé, donc c'est-tu la première conversation hier, où il y en a eu plusieurs. Bien, en tout cas, on s'est entendu suite à cette conversation pour un sommet où, pour ce qu'on en comprend maintenant, les Ukrainiens ne sont pas invités. Ils sont évidemment au cœur de l'affaire. M. Zelensky passe comme toujours derrière. Alors, il y a eu une conversation avec Donald Trump, mais après que Donald Trump, donc les principaux, Poutine et Trump, se soient parlé. Du point de vue des Russes, c'est extraordinaire comme nouvelle parce que ça vient consacrer leur légitimité, qui est celle du rapport de force. C'est très, très rare dans le monde réel que celui qui domine par le rapport de force, à défaut de l'emporter, va se laisser dicter les conditions par le plus fragile ou faible. Et dans le cas présent, ben, ce serait l'Ukraine qui, pour ce qu'on peut lire, pas juste entre les lignes, mais assez clairement, ne pourra pas imposer sa solution. Pour M. Trump et pour M. Poutine, il y a un chemin qui se dessine et j'imagine j'imagine que pour les Ukrainiens, il va falloir se rallier à ce qui va leur être offert, et peut-être le bon mot. Et il y a toutes sortes de choses intéressantes dans cette aventure. D'abord, ça va se passer probablement en Arabie Saoudite. Donc, d'une pierre deux coups pour Donald Trump qui, d'abord, lance le processus, mais ensuite fait un clin d'œil à Mohammed Ben Salman et lui donne une vitrine formidable de légitimité. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, Ben Salman avait transformé en steak tartare un de ses opposants, résident aux États-Unis, un journaliste, M. Khashoggi, et ça avait généré un concert de protestation. D'ailleurs, Joe Biden disait qu'il fallait mettre au banc l'Arabie Saoudite jusqu'à ce qu'il ait besoin de voir la production de pétrole augmenter pour faire en sorte que les prix, eux, baissent. Et il s'était rendu un peu piteux en Arabie Saoudite pour demander justement à l'Arabie d'augmenter sa production. M. Ben Salman n'avait même pas accepté de lui serrer la main. La photographie était un peu troublante. Et aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, sachant que l'Arabie Saoudite va être dans l'équation pour ce qui va se passer au Proche-Orient, ben, donne à M. Ben Salman une espèce d'autorité. C'est même pas une espèce d'autorité, c'est une autorité, même s'il ne sera pas partant aux discussions, c'est lui qui va accueillir. Donc,
d'une pierre deux coups, en effet. Il marque aussi le coup, M. Trump, sur ce qu'est la véritable volonté de l'administration, parce qu'il y avait peut-être deux visions, celle incarnée par M. Vance, son vice-président, qui emmène large, et par celui qui avait été désigné comme l'envoyé spécial du président pour l'Ukraine et la Russie, le général Kellogg, qui, parce qu'il avait écrit là-dessus, nous donnait à penser qu'il y avait un plan de paix avec, entre autres, l'idée que si les Russes ne se ralliaient pas, on allait augmenter la pression, ajouter aux sanctions économiques et tout ça, ce qui n'est pas franchement la vision de M. Vance et d'autres membres de l'administration. Et avec ce que nous avons appris hier, je pense qu'une ligne forte qui est en train d'émerger et qui est de dire il faut arrêter la boucherie et on le fera avec les Russes. Et les Ukrainiens, je me répète, auront à suivre la musique qui va être donnée. Et ça compte d'autant plus, je pense qu'on en avait parlé hier, que sur la question des fameuses terres rares, M. Trump n'a pas intérêt à ce que la Russie continue à gagner du terrain, parce que là où ça se passe, là où le minerai se trouve, c'est pas très très loin de la ligne de front. Donc, dans une perspective où ça basculerait du côté russe, il est plus difficile d'avoir accès, d'autant que le président américain a déjà signifié aux Ukrainiens que ça serait une manière de rembourser la dette que de donner accès à ces ressources. Il y aura assurément des concessions dans ton esprit, Stéphane. Quelles sont les voies de passage possibles? On a entendu la possibilité cette semaine de concessions territoriales, entre autres, mais est-ce que ça pourrait aller bien au-delà de ça? Là, ce qui est, quant à moi, l'enjeu fondamental, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à l'Ukraine pour que ça ne soit pas une humiliation et une paix imposée qui ferait que les Ukrainiens se rebufferaient, mais en même temps, je ne sais pas si c'est un facteur, c'est un critère pour l'administration Trump en ce moment. Sur les questions, les enjeux territoriaux, je vois mal, sinon pas du tout, la Russie faire des compromis. Ils contrôlent l'essentiel des provinces qu'ils visaient dans leur opération militaire spéciale. C'est pas tout à fait gagné, mais je pense pas qu'ils reculent. Je ne pense pas non plus qu'ils s'engagent à rétrocéder jamais. Pour eux, c'est du territoire maintenant russe. Il y a eu des référendums contestés par la communauté internationale, mais il y a eu des référendums où ceux qui se sont prononcés ont dit on veut se joindre à la Russie et Vladimir Poutine n'a aucune marge politique pour laisser aller ça. Je pense pas que les Américains vont dire le contraire. D'ailleurs, il est acquis aussi que pour le secrétaire à la Défense, M. Exet, qui se déplaçait en Europe, qui est demain à Munich à une conférence très, très, très importante, il y aura aussi J.D. Vance, Marco Rubio, le secrétaire d'État. L'OTAN et l'Ukraine s'est séparé à jamais. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour les Américains. Et c'est ce que demandaient les Ukrainiens, c'est ce que demandait l'Europe. Et là, l'Europe se retrouve orpheline. C'est un cas où on dit, on divorce. Il n'y a pas de problème sur la question de l'Ukraine et on est prêt à vous laisser la garde. Si vous voulez, vous, les Européens, vous occuper des Ukrainiens, aucun souci. Mais nous, Américains, on ne va pas le faire. On ne fera pas le service et on va surtout fermer les robinets. On n'a pas l'intention de payer davantage. Alors, ici, c'est perçu comme évidemment un camouflet, mais en même temps, les Européens, depuis des années, disent il faut qu'on s'occupe de notre défense, il faut une Union européenne de la défense. Voilà une belle occasion de se mobiliser s'ils y croient vraiment et de dépenser davantage, parce que c'est au cœur de M. Trump 2.0, mais c'était vrai à 1.0 quand il disait les Américains n'ont pas vocation à payer au sein de l'OTAN pour la défense des autres. Et là, je pense que les cartes sont clairement sur table. Est-ce que les Européens voudront prendre le relais? Et Zelensky est très, très conscient de l'enjeu parce qu'il dit on est favorable à quelque chose qui sera une solution de paix négociée. Il n'y a pas franchement le choix de dire autre chose, mais ça nous prend une garantie de sécurité des Américains. Comme si le discours des Européens était inopérant. Il dit, vous pouvez bien parler, mais je sais que ça n'a aucun impact. Donc, ça me prend les Américains de mon bord. Qu'est-ce que vont demander les Américains, si on en arrive là, pour justement sceller l'entente, qui sera peut-être une entente de cessez-le-feu plus qu'une entente de paix, mais qu'est-ce qui va falloir qu'on donne aux Américains pour qu'ils disent, OK, on va garantir la sécurité de l'Ukraine. Mais comment, à quel prix? C'est ce qu'on va apprendre au cours des prochains jours. Et je termine sur une affaire aussi importante symboliquement. Hier, M. Trump a clairement dit que les deux hommes, Poutine et lui, pourraient aussi se retrouver ou à Washington ou à Moscou. Donc, ça veut dire que le monde des 3 dernières années où le paria Poutine était à exclure de l'espace
public n'existe plus. Et l'autre affaire, c'est que si évidemment on va en Arabie Saoudite, c'est que pour l'instant, il y a toujours un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, comme il y en a un d'ailleurs contre Benjamin Netanyahou qui a pu se rendre aux États-Unis puisque les Américains n'ont pas exercé le mandat d'arrêt. Et si on va en Arabie Saoudite, c'est parce que les Saoudiens vont pas non plus arrêter Vladimir Poutine. Merci Stéphane.